Jean-Marc, vous êtes en direct de la salle Jean Mermoz. Alors, quelle ambiance règne au sein de cette salle et qu'a dit Nicolas Sarkozy pour l'instant ? Je retire avec la même force. Et vous voulez Nicolas Sarkozy derrière moi qui parle à un public acquis, une salle comble, une moyenne d'âge plutôt élevée. On a l'impression ici qu'on est plus dans un meeting de campagne électorale que dans un meeting pour la campagne de la présidence de l'UMP. Nicolas Sarkozy a été accueilli par des militants et des curieux venus de 8 départements de la région ainsi que de l'Aude et de la Gironde. Certains étaient là dès 15h30, une salle chauffée à blanc, et à 18h30, Nicolas Sarkozy arrive sous les cris de joie. Nicolas. Michèle Alliot-Marie est aussi présente aux côtés de Jean-Luc Moudenc. Nicolas Sarkozy a dit une chose simple: ça fait 2 ans et demi que je ne suis pas revenu. Pourquoi je reviens? À cause de la situation économique et sociale du pays. Je ne veux pas l'humiliation d'aujourd'hui, sous-entendu à cause du Parti socialiste, ni l'isolement de demain à cause du Front national. Ici, Nicolas Sarkozy a dit une chose très forte: il veut de la discipline, il veut un retour à l'ordre. Il a dit clairement qu'il ne partageait rien de toutes les options prises par Christiane Taubira. Et qui plus est, il a dit: je veux remettre au goût du jour la discipline et l'ordre. De plus, il a dit clairement que s'il était président cette fois-ci de la République, les régions reviendraient comme elles sont actuellement et non pas ce que veut en faire François Hollande. Ici, la salle est attentive, des questions très claires sont posées, des questions sur le monde de l'entreprise, des questions sur la société. Il y répond, les gens scandent de joie ou alors applaudissent fermement. Toujours est-il qu'ici, Nicolas Sarkozy est largement plus qu'en campagne pour un parti, il est en campagne pour 2017. Merci Jean-Marc, merci également à Alain Sorat sur place. Ce soir, Jean-Christophe Lagarde est à Toulouse pour rencontrer les militants. Jean-Marc Lucas et Alain Sorat sont à ses côtés. Alors Jean-Marc, comment Jean-Christophe Lagarde voit-il ce second tour? On sait qu'Yves Jégo et Jean-Christophe Fromentin, anciens candidats déchus, le soutiennent, le Bureau national également. On dirait que ça part plutôt bien. Oui, vous l'avez dit, Jérôme, beaucoup de soutien pour Jean-Christophe Lagarde. Vous êtes arrivé déjà premier, pour ce premier tour en tout cas. D'où viennent vos soutiens désormais ? Ils viennent d'abord de Yves Jégo, de Chantal Joanneau, qui ont été éliminés au premier tour, mais fait 21%, du Parti radical, de la gauche moderne. Bref, ma responsabilité, mon devoir, c'est d'impulser le rassemblement le plus large possible pour une majorité très large, permettant à la fois de se réconcilier au lendemain de l'élection, encore qu'elle se soit très bien passée, mais nous avons besoin de tous travailler ensemble, y compris avec les amis d'Hervé Morin, et puis de mettre la marche en avant et de faire ce que je souhaite de l'UDI, le premier parti de l'opposition, et demain le premier parti de France. Alors, vous l'avez dit, pour vous, c'est 2017. On sait que pour Morin, c'était 2022, les élections. Vous pensez que présidentielle, vous serez là en 2017 ? Je crois qu'on ne peut pas construire une famille politique en renonçant à l'élection présidentielle. Parce que c'est dire aux Français que nous renonçons à gouverner la France. Nous l'avons déjà fait depuis si longtemps. On a eu des tas de ministres, mais ce n'est pas nous qui prenions les décisions. Donc moi, l'ambition que je fixe à l'UDI, c'est que notre candidat soit au 2e tour de l'élection présidentielle en 2017. En fixant un rendez-vous, en 2016, on choisira celui ou celle d'entre nous qui sera le mieux placé. Alors le centre, c'est toujours paradoxal. Vous vous dites toujours ni de droite ni de gauche, ou vous êtes plutôt quand même centre-droit ? Nous sommes en alliance naturelle avec la droite républicaine tant qu'elle ne fricote pas ou ne verse pas vers l'extrême droite. Mais moi, dans le mot alliance, je mets le mot concurrence. Pour gouverner, il y a besoin de coalition. Mais la coalition, ça ne veut pas dire la soumission. Et au contraire, cette concurrence, moi j'ambitionne que nous devenions les premiers pour la prochaine alternance. Et pour moi, la colonne vertébrale du projet de l'UDI, ça sera d'expliquer que tous les choix qui sont faits par ma génération et par la génération de mes parents sont faits pour le confort de nos générations au détriment de nos enfants. Eh bien, nous devons travailler, ce sera le rôle de l'UDI, être le défenseur de nos enfants, faire en sorte que leur avenir soit plus facile, quitte à faire un peu plus d'efforts nous-mêmes. Jean-Christophe Lagarde, merci. Donc il y a un rendez-vous de l'UDI salle Ozette ce soir. Merci et on sera là au second tour. À vous, Jérôme. Merci Jean-Marc et merci également à Alain Sorat sur place. Oui, bonsoir Sophie, je vous entends. Éric Andrieux est avec nous ici. Nous sommes donc au siège du Parti Socialiste, c'est une réunion de travail. Éric Andrieux, on attend a priori 60% d'abstention pour ce scrutin électoral sur les européennes. Quelle légitimité finalement a ce scrutin? C'est une précarité absolue. Écoutez, nous nous œuvrons au quotidien pour sensibiliser les 7 millions d'électeurs de cette grande circonscription sud-ouest pour faire en sorte que cette légitimité soit optimale. C'est le pari que nous nous sommes lancés depuis maintenant plusieurs mois et quotidiennement nous parcourons l'ensemble des 18 départements pour justement expliquer à l'ensemble des citoyens et des électeurs l'enjeu de l'élection européenne
pour effectivement qu'elle prenne sens et que la légitimité soit plus importante, au moins dans notre circonscription. Alors, la tête de liste, c'est Virginie Rosière, qui est, et ce n'est pas une insulte, une parfaite inconnue pour le grand public. Alors, quand on voit dans la liste UMP, Michel Liomari, quand on voit au Front de gauche, Jean-Luc Mélenchon, ou encore chez les Verts, José Bové, est-ce un avantage pour vous que finalement elle ne soit pas marquée politiquement ? Écoutez, c'est un choix collectif que nous avons fait entre les socialistes et les radicaux de renouveler donc les candidatures. Et un choix d'expérience. Le mandat de député européen est un mandat, comme je le dis communément, de besogneux, c'est-à-dire qu'il faut être présent au Parlement européen. Et que bien souvent, nous constatons, et moi je le constate depuis 22 mois, que ce n'est pas les grands élus, ce qu'on appelle les élus à forte notoriété, qui sont le plus présents dans les travaux que nous menons au sein du Parlement européen et en particulier à Bruxelles. Quand je lis votre programme, vous êtes contre la politique d'austérité, qui est certes menée par François Hollande. Vous êtes contre le dumping social, vous voulez taxer la finance. Il faut mettre les mots justes, les mots ont un sens dans cette très belle langue qui est la langue française. Oui, mais nous sommes d'accord. Mais l'austérité européenne est une chose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la France obéit aux traités européens. Mais la France ne mène pas une politique d'austérité. Elle est engagée sur une volonté politique de réduction des déficits publics. Allez voir donc en Espagne, allez voir donc en Grèce, allez voir au Portugal, vous verrez ce qu'est l'austérité réelle. Il n'y a pas eu diminution de centaines de milliers de fonctionnaires en France. Il n'y a pas eu diminution d'allocations. Si on garde ce critère de 3%, peut-être qu'on aura diminution pour le coup. Justement, c'est une raison de plus qui justifie que l'Union européenne a besoin d'alternatives. Aujourd'hui, l'Union européenne est dirigée par les conservateurs et les libéraux, donc par la droite européenne. Et c'est eux qui ont la majorité dans les 3 instances principales de l'Union européenne, que ce soit le Conseil des ministres, que ce soit la Commission européenne, ou que ce soit le Parlement européen. Et nous menons campagne pour changer la majorité au sein de ces instances-là de l'Union européenne, en particulier du Parlement, parce que si le Parlement demain est progressiste et si nous sommes majoritaires, le futur président de la Commission sera Martin Schulz, notre tête de liste progressiste. Mais si je me souviens bien, en 2005, vous étiez, vous, socialiste, pour le traité de constitution européenne, et dans ce traité, il n'y avait pas d'harmonisation sociale. Or, ici, à longueur de prospectus, vous dites que vous voulez l'harmonisation sociale, vous avez changé d'avis. Mais parce qu'il y a eu une crise en 2008, d'abord nous n'étions pas tous d'accord sur le traité de 2005, chez les socialistes. Ensuite, il y a eu en 2008 une crise, ça ne vous a pas échappé, et que donc de ce fait, la situation actuelle est différente que la situation de l'avant-crise de 2008. Et qu'aujourd'hui, dans tous les cas, la question de l'harmonisation sociale a toujours été au cœur de nos préoccupations. Et quand aujourd'hui nous prenons le revenu minimum à l'échelle des 28 États membres de l'Union, qui est une de nos plus grandes priorités dans le programme que nous proposons, nous avons la prétention de le mettre en œuvre dans les 5 ans qui arrivent. Pour une raison simple, c'est que nos amis allemands, le SPD allemand, a permis, dans le pacte de coalition, de mettre en œuvre le SMIC à l'échelle de l'Allemagne dès le 1er janvier 2015. Je dois vous couper. Merci Éric Andrieux. On rappelle le meeting pour les socialistes, le PRG, pour les européennes, le 22 mai à la Beige. Merci Jean-Marc. À vous.